Je venais à peine d'ouvrir mon sandwich à la dinde quand je les ai aperçus à travers la fenêtre de la salle de pause. 2 personnes en veste bleu marine, des classeurs à la main, debout juste devant mon bureau. Mon cœur n'a pas paniqué. Il a juste su. Élise Dumas avait fini par réussir son coup. Les agents de conformité fouillaient mon espace de travail comme si je n'existais plus. L'un d'eux photographiait mon écran d'ordinateur, l'autre ouvrait mes tiroirs avec des gants en latex, comme si j'étais une menace biologique. Je les ai observés pendant une trentaine de secondes, puis j'ai marché calmement jusqu'à eux. « Alors, quelque chose d'intéressant ?» ai-je demandé d'un ton posé. Le plus grand a levé les yeux de mon classeur. « Mademoiselle Bérard, nous menons une inspection de routine suite à plusieurs signalements de violation au règlement interne. » Une inspection de routine, bien sûr. Je savais exactement de quel signalement il parlait. Et surtout, je savais très bien qui les avait rédigés. Avant de vous raconter la suite, dites-moi en commentaire où vous m'écoutez. J'ai vraiment envie de savoir jusqu'où cette histoire résonne. Et si, un jour, vous avez eu le sentiment d'être surveillé, rabaissé, manipulé ou réduit au silence dans un cadre professionnel, alors ce récit est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas simplement mis fin à une tentative de sabotage. Ça a tout changé. Ma manière de voir le pouvoir, la reconnaissance, et ceux qui pensaient pouvoir écraser les autres sans jamais en payer le prix. Élise traînait à 3 bureaux de là, faisant semblant de trier des papiers tout en observant la scène avec un air satisfait. Elle avait planifié ce moment pendant des mois. Quel genre de violation ? ai-je demandé. Comportement non professionnel, erreurs répétées dans les communications clients, dangers potentiels liés à l'organisation de votre poste. Le plus petit a lu cela sans lever les yeux. Nous devons finir cette inspection avant que vous puissiez retourner à votre poste. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour me dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Parce que ce que je vais vous raconter a changé ma vision du travail à tout jamais. Je m'appelle Clara Bérard et je travaille dans une grande compagnie d'assurance depuis 4 ans. Je gère des comptes clients à très forte valeur. Une erreur de ma part peut coûter des centaines de milliers d'euros. Élise Dumas est arrivée 6 mois après moi. Et dès le premier jour, elle a montré qu'elle pensait que mon poste devait lui revenir. Élise a toujours eu ce besoin malsain d'être la plus brillante dans la pièce. Elle interrompait mes appels clients pour clarifier des points que j'avais déjà expliqués. Elle copiait notre superviseur dans des mails où elle me corrigeait des fautes qui n'existaient pas. Elle se portait volontaire sur mes projets, puis proposait des améliorations absurdes. Mais ce qui la rendait folle, c'est que je ne fanfaronnais pas. Quand je décrochais un gros contrat, je ne l'annonçais pas en réunion. Quand un client m'envoyait une lettre de remerciement, je ne l'affichais pas à toute l'équipe. Je faisais mon travail et je rentrais chez moi. Et ça, Élise ne le supportait pas. Parce qu'on ne peut pas se comparer à ce qu'on ne voit pas. Alors elle s'est mise à m'observer. Vraiment. Elle notait mon heure d'arrivée, mes pauses, la durée de mon déjeuner. Elle passait devant mon bureau sans raison pour regarder mon écran. Elle me posait des questions innocentes sur ma façon de faire, puis insinuait que je faisais mal. J'ai vite compris. Elle ne se contentait pas d'être compétitive. Elle construisait un dossier. Elle voulait que j'échoue pour pouvoir me remplacer. Et c'est là que j'ai pris une décision. J'allais lui donner exactement ce qu'elle voulait, mais à ma manière. J'ai commencé à faire de petites erreurs. Pas des fautes graves. Juste assez pour qu'une personne obsédée par mon travail les remarque. J'envoyais un mail avec jeudi au lieu de vendredi, puis je corrigeais 1 heure plus tard. Je classais un dossier dans le mauvais répertoire avant de le remettre en place le lendemain. J'utilisais cause au lieu de conséquence dans une note interne, puis je rectifiais à la relecture. Ce n'étaient pas des erreurs réelles, c'étaient des miettes. Et Élise les a toutes ramassées. Elle a commencé à garder un dossier.
Je le sais parce qu'elle a laissé son ordinateur déverrouillé en allant aux toilettes. Et j'ai vu le fichier ouvert. Suivi performance Clara Bérard. Il y avait des impressions de mes mails, des captures d'écran de mon bureau et des notes manuscrites sur mes prétendues incohérences. Tandis qu'elle construisait sa petite croisade, moi je préparais autre chose. Quelque chose qui comptait vraiment. J'ai commencé un journal de gratitude. Pas pour le travail, pour moi. J'avais entendu parler de cette pratique dans un podcast sur la productivité. Chaque soir, avant de partir, j'écrivais 3 choses positives de ma journée. Un client reconnaissant pour un dossier résolu. Un collègue qui m'aidait avec une tâche complexe. Un mot aimable de mon responsable sur une présentation. Rien de spectaculaire, juste des moments vrais. Je rangeais ce carnet dans mon tiroir, à côté de mes fournitures. Rien de caché. Juste un petit cahier en cuir où je notais des moments de reconnaissance. Et sans m'en rendre compte, j'ai créé un audit involontaire des dynamiques humaines dans notre bureau. En relisant les pages, un motif a émergé. Certains noms revenaient souvent. Paul Vidal du service compta, toujours disponible pour expliquer les subtilités d'un nouveau logiciel. Amélie de la RH, attentive et prévenante. Même notre superviseur, M. Lambert, apparaissait régulièrement pour ses retours justes et ses décisions équitables. Mais un nom n'apparaissait jamais. En 18 mois d'observation sincère sur la vie de bureau, Élise Dumas n'avait pas été mentionnée une seule fois. Pas une seule fois, elle n'avait aidé. Pas une fois, elle n'avait partagé un conseil utile, un mot aimable, un geste d'équipe. Elle existait comme un vide, absorbant l'énergie sans jamais en produire. Ce n'était pas voulu, je ne l'évitais pas. Mais l'évidence était là. Elle n'avait rien fait qui mérite d'être noté. Et puis, un mardi matin, elle a lancé son offensive. Elle a convoqué une réunion avec notre chef et l'équipe conformité. Elle leur a montré son dossier, parfaitement structuré, et a exigé une enquête officielle sur ma conduite. Clara Bérard présente un schéma récurrent d'erreurs et de comportements nuisibles qui met en péril nos relations clients, a-t-elle déclaré. J'ai pris l'initiative de documenter cela parce que je tiens à l'image de notre équipe. Monsieur Lambert a écouté, a lu les pièces et a validé une inspection. Élise a demandé expressément qu'elle ait lieu pendant ma pause déjeuner pour que je ne puisse rien cacher ou me préparer. Et voilà comment je me suis retrouvée à regarder 2 inspecteurs fouiller mon bureau, une moitié de sandwich à la main, sachant que ma vie professionnelle allait basculer. Les agents n'ont rien laissé au hasard. Ils ont photographié mon écran, mon système de gestion client était parfaitement rangé. Ils ont inspecté mon classeur. Chaque dossier était étiqueté, classé par ordre alphabétique, sans un seul papier de travers. Ils ont lu mes mails, des échanges clairs, professionnels, respectueux avec nos équipes comme avec les clients. Puis, le plus petit agent a ouvert mon tiroir. « Et ceci » a-t-il demandé en sortant mon journal. « Ce sont des notes personnelles » ai-je répondu. Juste quelques réflexions sur le travail. Il a tourné quelques pages en silence, lisant doucement. Puis il a regardé son collègue et lui a fait un signe du menton. Une conversation silencieuse s'est engagée entre eux. « Mademoiselle Bérard, » a dit le plus grand, « accepteriez-vous que nous examinions ce carnet plus attentivement ? Il semble contenir des observations sur le cadre de travail qui pourraient être pertinentes. »« Bien sûr, l'ai-je dit. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Les 2 agents se sont assis à mon bureau, ont ouvert le journal à la première page et ont commencé à le lire. Pas en diagonale. Ils lisaient chaque mot attentivement, parfois en montrant un passage du doigt, en se parlant à voix basse. 5 minutes, 10, 15. Le bureau a commencé à se figer. Les discussions se sont tues. Les collègues ont remarqué que quelque chose d'inhabituel se passait. Élise s'est rapprochée, tentant de voir ce qui captait autant leur attention. 20 minutes plus tard, l'agent aux cheveux poivre et sel a levé les yeux vers moi. « Mademoiselle Bérard, depuis combien de temps tenez-vous ce journal ?»
Environ 18 mois, ai-je répondu. Et ces notes sont toutes vraies? Vous n'avez rien inventé ou embelli pour un usage professionnel. J'ai été surprise. Non, bien sûr. Ce sont des instants sincères. Je les note pour me rappeler ce que j'aime dans mon travail. Les deux agents ont échangé un nouveau regard, puis le plus grand s'est dirigé vers Élise, toujours en train de trier des dossiers qu'elle connaissait par cœur. « Madame Dumas, pourriez-vous venir avec nous un instant ?» J'ai vu son visage changer. Elle n'avait pas prévu ça. Pas d'ordinateur saisi, pas d'email incriminant, juste son nom, prononcé à voix haute, et une invitation à s'isoler. Ils sont allés dans une salle vitrée au fond du couloir. Je ne pouvais pas entendre, mais je voyais tout. L'assurance d'Élise a fondu. Ses gestes sont devenus confus. À la fin, elle semblait bouleversée. Ils sont restés là presque 30 minutes. Quand ils sont sortis, ses yeux étaient rouges. Les deux inspecteurs sont revenus à mon bureau où je répondais à mes mails, feignant une concentration que je n'avais pas. « Mademoiselle Bérard, » a dit l'un d'eux, « après avoir examiné les preuves et inspecté votre poste, nous concluons cette enquête sans aucune trace d'infraction ou manquement. » Un soulagement immense m'a envahi, mais je sentais qu'il y avait une suite. Cependant, a poursuivi l'autre agent en ouvrant mon journal à une page au centre, nous aimerions évoquer un point très particulier. Il posa le doigt sur un passage. En 18 mois, vous avez mentionné 63 personnes par leur nom. Collègues, superviseurs, clients, agents d'entretien, sécurité. 63 personnes qui ont d'une manière ou d'une autre contribué positivement à votre quotidien. J'ai hoché la tête. Le nom de Madame Dumas n'apparaît pas une seule fois. Le silence est devenu lourd. J'ai regardé le carnet, puis eux, puis la salle où Élise restait assise, seule. Ce n'est pas volontaire, ai-je dit doucement. Je note juste les moments sincères. Si quelqu'un n'y figure pas, je n'ai pas fini ma phrase, parce que le dire à voix haute, c'était lui donner corps, et je n'étais pas sûre d'en avoir le courage. L'agent a terminé pour moi. C'est qu'il n'y a jamais rien eu à noter. Ils ont refermé le journal et me l'ont tendu. Le plus ironique, a ajouté l'un des inspecteurs en rangeant ses dossiers, c'est qu'elle était tellement concentrée à documenter vos fautes qu'elle n'a jamais pris le temps de se demander comment son propre comportement serait perçu par les autres. Votre journal, sans le vouloir, a capturé quelque chose que nos rapports formels ne voient jamais. La réalité des relations humaines au travail. Ils ont rangé leurs affaires et quitté mon bureau. En s'éloignant, j'ai entendu l'un dire à l'autre « 18 mois, et pas une seule mention. Tu te rends compte ?» Le reste m'a échappé. Je suis restée là, mon journal entre les mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les bruits familiers reprenaient doucement autour de moi. Des claviers, des téléphones, des murmures sur des délais et des réunions. Mais tout me semblait différent. Cette enquête, censée anéantir ma carrière, avait au contraire révélé quelque chose de bien plus douloureux, mais pas pour moi. Élise Dumas avait passé des mois à compiler mes moindres imperfections, persuadée que cela suffirait à m'effacer. Mais elle avait été aveugle à sa propre influence, à la manière dont elle vidait le bureau de toute chaleur humaine. Elle était tellement obsédée par le fait de prouver que je ne méritais pas ma place, qu'elle n'a jamais pris le temps de se demander si elle méritait la sienne. Ce jour-là, je ne l'ai plus revue. À un moment donné, pendant que je reprenais mes appels clients, elle avait quitté la salle de réunion et son bureau était resté vide jusqu'à la fermeture. J'ai supposé qu'elle était rentrée plus tôt, peut-être pour encaisser le choc, ou peut-être simplement pour éviter les regards en coin des collègues qui avaient tout vu. Mais le lendemain matin, elle était de retour. Et quelque chose avait changé. Elle est arrivée pile à 9 heures, a salué poliment ceux qui lui répondaient, s'est assise à son poste sans le moindre bruit. Fini les soupirs exagérés sur sa charge de travail, fini les appels téléphoniques enflammés destinés à prouver son expertise, fini les déambulations dans l'open space à distribuer des conseils non sollicités. Elle travaillait, discrètement, comme nous tous.
J'ai cru pendant un court instant que cette histoire avait eu un effet sur elle, qu'elle avait compris, qu'elle voulait évoluer, que cette épreuve allait peut-être nous mener à une meilleure compréhension mutuelle. J'étais naïve. La véritable suite s'est révélée 3 jours plus tard, quand Paul Vidal de la comptabilité est passé à mon bureau pendant sa pause café. « Dis-moi, Clara, m'a-t-il dit d'un ton discret, est-ce que tu savais qu'Élise pose des questions sur ton journal ?» Mon cœur s'est accéléré. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Hier, dans la salle de pause, elle m'a demandé si je savais que tu écrivais sur les gens du bureau. Elle a insinué que c'était bizarre, que ça posait problème, que ça pouvait être une forme de surveillance ou même de harcèlement. Un froid m'a traversé. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? La vérité, que je trouve ça bien, que ça fait du bien de savoir que quelqu'un remarque quand on fait quelque chose de positif. Mais Paul a ajouté, plus bas, Clara, elle ne s'arrête pas là. Elle en parle à tout le monde, à Amélie, à monsieur Lambert, même à d'autres départements. Elle essaie de semer le doute. Et là, j'ai compris. Elle n'avait rien appris. Elle ne cherchait pas à s'améliorer. Elle voulait me faire tomber. Encore. Cette fois, en retournant mon journal contre moi, en le déformant, en le faisant passer pour une atteinte à la vie privée, en suggérant que noter des gestes de gentillesse sans en informer les gens, c'était suspect. Ce n'était plus une attaque frontale, c'était une guerre psychologique. L'après-midi même, j'ai voulu vérifier par moi-même ce que Paul venait de me dire. J'ai commencé à observer discrètement les réactions autour de moi. Est-ce que les échanges avec moi devenaient plus courts ? Est-ce que certains semblaient soudain tendus, comme s'ils ne savaient plus comment se comporter ? Les premiers jours, rien ne paraissait vraiment changer. Mais en fin de semaine, les signes sont apparus. Amélie, d'habitude si chaleureuse, esquivait les discussions informelles. Monsieur Lambert, qui ajoutait souvent une touche personnelle à ses réponses, s'était mis à écrire des mails plus formels, presque froids. Même le vigile à l'accueil, qui me saluait toujours d'un petit mot gentil, se contentait maintenant d'un hochement de tête poli. Élise était en train de miner mon réseau. 1 à 1. J'avais 2 options. Je pouvais aller voir monsieur Lambert, exposer ce qu'elle faisait, reprendre la lutte. Mais cela m'aurait rendue défensive. Cela aurait confirmé ce qu'elle insinuait, que j'étais trop concentrée sur les émotions, trop préoccupée par les liens, pas assez professionnelle. Ou bien, je pouvais faire autre chose. J'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle voulait, mais pas comme elle l'imaginait. Le lundi suivant, j'ai rédigé un mail. Objet, journal personnel, transparence et respect. Destinataire, tout mon service. Message. Bonjour à tous. Certains d'entre vous ont peut-être entendu que je tiens un journal personnel dans lequel je note parfois des moments positifs vécus au travail. Je souhaite être totalement transparente. Ce carnet est une démarche privée, destinée à me rappeler les instants qui rendent mes journées meilleures. Il n'a jamais été partagé avec nos supérieurs, ni utilisé dans un cadre professionnel. Toutefois, je comprends que cela puisse mettre certains mal à l'aise. Si vous préférez que je n'y mentionne pas nos échanges, je le respecterai entièrement sans que cela n'ait le moindre impact sur notre collaboration. Je vous apprécie tous comme collègues et je tiens à ce que chacun se sente à l'aise dans notre environnement. Bien cordialement, Clara. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai attendu. 1 heure plus tard, ma boîte de réception débordait. Mais les réponses n'étaient pas celles que je craignais. La première est venue d'Amélie. « Clara, je ne savais pas que tu écrivais sur les moments positifs au bureau, mais je trouve ça merveilleux. Ne t'arrête surtout pas. C'est précieux de savoir que nos petits gestes comptent. » Puis Paul. Continue. Franchement, si plus de gens se concentraient sur la reconnaissance au lieu de la critique, on vivrait tous mieux. Puis monsieur Lambert. Clara, ta pratique me semble être une excellente manière de rester centrée sur le positif dans un environnement exigeant.
Merci pour ta transparence et ton professionnalisme. Un par un, les messages sont arrivés. Soutien, curiosité, gratitude. Certains m'ont même demandé des conseils pour démarrer leur propre journal. D'autres ont partagé leurs souvenirs d'un moment où un mot gentil avait tout changé pour eux. À la fin de la journée, j'avais reçu 37 réponses. 36 d'entre elles étaient positives. La dernière personne n'avait pas répondu. Élise. Son silence criait plus fort que n'importe quel mot. Mais ce qui est arrivé ensuite m'a bouleversé bien plus que tous les mails. Quelque chose a changé dans notre service. Un mouvement discret, mais réel. Les gens ont commencé à pratiquer la gratitude ouvertement. Amélie s'est mise à laisser des post-it de remerciements sur les bureaux après une aide reçue. Paul est revenu un matin avec des cookies faits maison, accompagnés d'un petit mot. Merci de faire de ce bureau un endroit où il fait bon travailler. Même Monsieur Lambert, que l'on pensait distant, a commencé chaque réunion d'équipe par une reconnaissance sincère. Aujourd'hui, je voudrais remercier Hugo pour sa gestion de crise impeccable la semaine dernière. La reconnaissance se propageait. Elle devenait une culture. Et dans cet environnement nouveau, construit sur des mots simples mais puissants, Élise devenait visible. Pas pour ses compétences, pour ce qu'elle n'apportait pas. Tandis que chacun contribuait à un climat plus humain, elle continuait à critiquer, à corriger, à s'agiter sans jamais générer de chaleur. Elle a essayé de s'adapter. Elle s'est mise à dire « merci », mais ses mots sonnaient faux. Elle a tenté de complimenter, mais ses phrases ressemblaient à des pics déguisés. Elle a même commencé un carnet à elle, mais les rares phrases qu'elle en lisait étaient centrées sur ses propres mérites. La différence était flagrante. Là où les autres cherchaient à souligner le bien chez les autres, elle cherchait encore à se justifier, à s'imposer. Et plus personne n'était dupe. 3 semaines après mon mail, Monsieur Lambert m'a convoquée. « Clara, je voulais te remercier personnellement. Ce que tu as initié a transformé l'ambiance de ce service. Le moral était bien meilleur, les échanges sont plus sincères. » J'ai souri, soulagée que les choses évoluent, mais il a ajouté « Cette transformation nous a aussi permis de mieux observer certains comportements qui posaient problème. » Je n'ai rien dit. Je savais. J'ai revu certains incidents, a-t-il expliqué en ouvrant un dossier, qui, pris isolément, semblaient anecdotiques. Mais mis ensemble, un schéma se dégage. Création de conflits, sabotage discret, refus de collaborer. Il m'a regardé. L'enquête qu'elle a initiée contre vous a été la goutte d'eau. Utiliser les ressources de l'entreprise pour régler un différend personnel. C'est grave. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le caractère systématique de ces agissements. Il a fermé le dossier. Nous avons décidé de la transférer dans un autre département. Un poste où le travail est plus individuel. Ce n'est pas une rétrogradation, mais c'est un constat. Elle n'est pas faite pour un environnement collaboratif. J'ai hoché la tête, partagée entre un sentiment de soulagement et une forme de tristesse. Parce que, malgré tout, on aurait pu faire mieux. On aurait pu l'aider si elle avait seulement voulu regarder ses propres reflets. Tu sais, a ajouté Monsieur Lambert, c'est ironique. Son enquête sur ton travail nous a permis de découvrir à quel point tu es une collaboratrice précieuse. Ce journal qu'elle pensait utiliser contre toi a au contraire révélé tout le respect que tu inspires autour de toi. Il avait raison. Mon journal de gratitude, au départ simple rituel personnel, était devenu un miroir si net qu'il révélait la vérité sur chacun. Et dans ce miroir, Élise avait vu son reflet. 2 mois plus tard, j'ai appris par les couloirs qu'elle avait demandé son transfert vers une autre antenne de l'entreprise, dans une autre ville. Un nouveau départ, disaient certains. Des collègues qui ne connaissaient pas encore son histoire. J'ai sincèrement espéré qu'elle le prenne comme tel. Pas par vengeance, mais parce que je comprends maintenant que son comportement n'a jamais été une question de haine envers moi. C'était son propre mal-être, son incapacité à se réjouir du succès des autres. Mon journal n'a pas été une arme.
Il a été une lumière, et dans cette lumière, elle ne pouvait plus se cacher. La revanche que j'ai obtenue n'était pas spectaculaire. Je n'ai pas détruit sa carrière, je ne l'ai pas ridiculisée. Je n'ai pas crié justice, j'ai juste tenu un miroir. Et c'est elle qui n'a pas supporté ce qu'elle y a vu. Mon carnet est toujours dans mon tiroir. J'y écris chaque soir avant de partir. Mais aujourd'hui, il ne sert plus seulement à cultiver mon optimisme. Il me rappelle que chaque geste compte, que la gentillesse laisse des traces, et que l'authenticité, elle, finit toujours par gagner. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà croisé quelqu'un qui a voulu vous éteindre pour briller, racontez-le-moi en commentaire. Partagez vos expériences. Et si vous avez envie d'entendre d'autres histoires sur la manière de survivre aux personnalités toxiques et de rester fidèle à soi-même, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout, n'arrêtez jamais de croire que votre manière d'être peut changer le monde autour de vous.